Du professeur Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, chapitre 4, le poids de l'histoire, l'antisémitisme moderne. Depuis lors, les persécutions anti-juives ont radicalement changé de nature. Avec l'instauration de l'État moderne, l'abolition du servage et la conquête des droits individuels minimums, la fonction socio-économique particulière des Juifs n'a plus lieu d'être. Avec elle disparaissent aussi les pouvoirs de la communauté juive sur ses membres, et ceux-ci, en nombre croissant, obtiennent la liberté de se joindre en tant qu'individus à la société commune des pays où ils vivent. Cette transition suscita évidemment une violente réaction à la fois du côté des Juifs, surtout de leurs rabbins, et de la part des éléments du monde européen qui s'opposaient à la société ouverte et jetaient l'anathème sur l'ensemble du processus de libération de l'individu. L'antisémitisme moderne fait son apparition d'abord en France et en Allemagne, puis en Russie, après 1870 environ. Selon l'opinion dominante chez les socialistes juifs, ses origines et son développement ultérieur jusqu'à nos jours seraient à imputer au capitalisme. Il me semble au contraire que dans tous ces pays, les capitalistes prospères étaient dans l'ensemble remarquablement exempts d'antisémitisme et que chez les premières grandes nations capitalistes de l'histoire, comme l'Angleterre et les Pays-Bas, l'antisémitisme était beaucoup moins répandu qu'ailleurs. On dit en note, on peut constater la même différence à l'intérieur d'un pays donné. En Allemagne, par exemple, la Bavière, région agraire, était bien plus antisémite que les zones industrialisées. Fin de note. À ses débuts, 1880-1900, l'antisémitisme moderne fut une réaction d'hommes désorientés, haïssant profondément la société nouvelle sous toutes ses formes, bonnes ou mauvaises, et croyant fermement en une théorie de l'histoire comme conspiration. Ils prirent les Juifs comme boucs émissaires, ils leur imputèrent l'effondrement de l'ancienne société, que la nostalgie antisémite s'imaginait encore plus fermée et ordonnée qu'elle ne le fut jamais en réalité, et tout ce qui était inquiétant dans l'époque contemporaine. Cependant, dès le départ, l'antisémitisme créait un problème irritant, difficile à résoudre pour ses adeptes. Comme définir ce bouc émissaire, surtout en termes accessibles à tous. Quel commun dénominateur était-il censé y avoir entre un musicien, un banquier, un artisan et un mendiant juif, d'autant que la plupart ne présentaient même plus, du moins extérieurement, de caractéristiques religieuses communes? L'antisémitisme moderne ne put se dépêtrer de cette aporie qu'en inventant, entre guillemets, la race juive. Alors, c'est quand même, je me permets une petite remarque, 1880-1900, on est en pleine expansion industrielle et capitaliste de l'Europe et aussi en plein développement du pouvoir de la franc-maçonnerie. Et les Juifs ont joué un rôle très important dans les deux. Je me permets d'ajouter ça, parce que je trouve que ce passage... Bien, reprenons, continuons la lecture. L'ancienne opposition chrétienne, et plus encore musulmane, au judaïsme classique, n'avait pas eu le moindre contenu raciste. Alors ça, c'est bien vrai, évidemment. Jusqu'à un certain point, c'était assurément une conséquence de l'universalité du christianisme et de l'islam et du lien originel qui les rattachait au judaïsme. Saint Thomas More réprimanda à maintes reprises une femme qui ne voulait pas admettre, comme il le lui disait, que la Vierge Marie était juive. Mais à mon avis, la principale raison de cette attitude tenait au rôle des Juifs en tant que partie intégrante des hautes classes. Dans de nombreux pays, les Juifs étaient traités comme des nobles en puissance, et s'ils se convertissaient, pouvaient aussitôt s'allier par mariage avec les plus illustres familles. La noblesse aragonaise et castillane du XVe siècle, ou l'aristocratie de la Pologne du XVIIIe siècle, pour citer les deux cas où les mariages avec les Juifs convertis devinrent chose courante et admise, ne se seraient certes jamais alliés
avec des campesinos ou des moujiks, malgré tout ce qui est dit dans l'Évangile à la louange des pauvres. C'est le mythe moderne de la race juive, ce fantasme de traits invisibles et cachés, constituant néanmoins les caractères dominants du juif, indépendamment de l'histoire, des rôles sociaux et de toute autre chose, qui est la marque formelle et distinctive la plus importante de l'antisémitisme moderne. Ce fait fut perçu par une partie de l'Église lorsque le mouvement se mit à prendre de l'ampleur. Des membres en vue de la hiérarchie catholique française, par exemple, s'opposèrent à la doctrine raciste exposée par Édouard Drummond, le premier antisémite moderne français à avoir touché un vaste public avec son célèbre ouvrage « La France juive » de 1886. On lit en note. Le refus de l'Église d'admettre qu'un juif restera toujours un juif fut un autre coup dur pour le catholique déclaré qu'était Drummond. L'un de ses principaux compagnons, Jules Guérin, a évoqué son écœurement. Lorsque le père Dulac, célèbre jésuite, le blâma d'avoir attaqué certains juifs convertis du nom de Dreyfus. Fin de citation de D.W. Braggen, The Development of Modern France. Volume 1er, page 227, fin de note. Les premiers antisémites allemands de l'ère contemporaine rencontrèrent une opposition semblable. Cela dit, d'importants secteurs de la droite conservatrice en Europe étaient tout à fait disposés à entrer dans le jeu de l'antisémitisme moderne pour l'utiliser à leur propre fin. Et les antisémites ne demandaient pas mieux que de se servir des conservateurs quand l'occasion s'en présentait, bien que sur le fond il n'y eût guère de similitude entre les deux partis. Les victimes les plus durement malmenées par la plume de Drummond n'étaient pas les Rothschild, mais les grands aristocrates qui les courtisaient. Drummond n'épargnait pas la famille royale, ni les évêques, ni, sur ce chapitre, le pape lui-même. Cette phrase est tirée de l'ouvrage cité précédemment. Néanmoins, lors de l'affaire Dreyfus, beaucoup d'aristocrates, et non des moindres, d'évêques et de conservateurs français en général, n'hésitèrent pas un instant à jouer la carte de Drummond et de l'antisémitisme dans l'espoir d'abattre le régime républicain. Ce type d'alliance opportuniste s'est reformé à maintes reprises dans de nombreux pays européens jusqu'à la défaite du nazisme. La haine des conservateurs pour le radicalisme et en particulier pour toutes les variantes du socialisme aveuglait nombre d'entre eux sur la nature de leurs associés politiques. Mais dans bien des cas, de toute façon, ceux-ci se seraient littéralement alliés avec le diable, oubliant que, selon le vieil adage, il faut avoir une très longue cuillère pour souper avec lui.